Bonjour et bienvenue dans iGeek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine, nous reviendrons sur la première année de Netflix en France. Nous nous demanderons si la nouvelle série Dragon Ball est vraiment super. Mais avant cela, entouré d'Emeric. Salut Emeric. Salut Julien, ça va Ouais, nickel. Et d'Erwan. Salut Julien. Salut. Nous fêterons un anniversaire, celui de la PlayStation. Le 29 septembre 1995, il y a donc 20 ans, la première console de salon Sony débarquait en Europe et bouleversait à jamais le monde du jeu vidéo. Grâce à un public plus large, ce sont plus de 100 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde, à tel point qu'on parle parfois juste de PlayStation pour désigner une console de jeu. Emeric, je crois que tu étais parmi les premiers acheteurs de la PlayStation, à une époque où il y avait la Sega Saturn, on sortait de la Super Nintendo. Pourquoi acheter une nouvelle console Sony ? Je crois que la PlayStation, c'est l'avènement de la 3D en fait. Ouais. C'est vraiment ça. La Saturn est sortie quelques temps avant, effectivement, mais sa 3D était quand même pas super nickel. Celle de la PlayStation, avec le recul aujourd'hui, a quand même bien vieilli, c'est vrai. Mais pour autant, c'était vraiment. On sentait qu'il maîtrisait le sujet, quoi, avec des jeux comme Toshinden par exemple, qui étaient juste absolument incroyables, même si en termes de gameplay, c'était pas non plus fabuleux. On se rappellera plus de Tekken dans ce genre de cas. Mais si tu veux, la 3D, on la sentait un peu plus maîtrisée et ça avait vraiment de la gueule, quoi. C'était vraiment juste une machine qui te donnait ce que tu voyais en arcade, j'ai envie de dire, là où tu mettais ta pièce directement chez toi, quoi, pour un prix finalement modique, puisque à terme, quand tu jouais longtemps à ton jeu, il était rentable. Donc il y a des jeux qui ont été marquants comme ça, avec effectivement Toshinden, Ridge Racer, Destruction Derby ou des choses comme ça. Ouais, parce que ça, faut le rappeler, c'est vrai qu'à l'époque, l'arcade, c'était vraiment le maître étalon en termes de graphisme, mais quand on allait en salle, on rêvait de voir chez soi ce à quoi on pouvait jouer dehors, quoi. Exactement. Et c'était très impressionnant à l'époque d'avoir ces jeux d'arcade directement chez soi, mais malgré tout, la baston 2D, c'était sur Saturn, et puis moi, je me rappelle aussi que ma première impression quand je voyais la 3D sur PlayStation, comparée au beau graphisme 2D, c'était quand même c'est pas très beau tous ces polygones. Toi, c'est quand même la 3D qui t'a convaincu. Tu t'es dit ça y est, tu voyais un jeu comme Tomb Raider par exemple, où moi ça m'a aidé à me repérer le premier Tomb Raider dans un espace en 3D. C'est-à-dire que j'ai appris le sens de l'orientation entre guillemets. Grâce à Lara Croft, quoi, tu vois, parce que tu te baladais dans un espace en 3D, tu te dis tiens, faut que j'aille à gauche, à droite par rapport au plan, etc., quoi. Donc je te trouve un peu super dur avec ça, parce que mon sentiment, c'était quand même super impressionnant technologiquement. Rappelle-toi de la démo du T-Rex de la PlayStation, qui était juste incroyable, qui a encore marqué les esprits aujourd'hui. C'était vraiment un truc, c'était du jamais vu, je trouve, du jamais vu. Toi, Erwan, la PlayStation, est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont y joué toi qui es plutôt joueur PC? J'ai beaucoup joué sur la PS3. La première. Non, la première PlayStation, on est en 95 là. Ah merde. À l'époque, j'étais un peu isolé. J'avais déjà une 3DO. J'avais pas trop les moyens de me payer autre chose. C'est lui qui l'avait, la 3DO. C'était pas donné la 3DO. C'était pas donné, ouais. C'était pas donné une 3DO. C'est pour ça que j'avais plus de moyens. Ok, d'accord. T'avais fait un choix avant, en fait. Mais voilà, donc c'était une bonne machine, mais voilà. Les jeux dont vous parlez, moi j'ai joué en arcade. J'ai mis quasiment le prix de 5 PlayStation. Donc, d'accord. Donc t'avais les moyens en fait de te payer PlayStation. Ce que j'ai regretté, c'est effectivement les jeux de baston, parce qu'après je suis passé au PC et là vraiment c'était pas la machine pour ça, et c'est un de mes gros regrets, avec les JRPG aussi. Que maintenant je me suis dit j'aurais bien voulu avoir une meilleure culture JRPG. Qui aurait été très bien sur PlayStation et d'autres machines aussi, mais voilà, c'est ce que je regrette. Le style, c'est vrai qu'entre des séries qu'on a peut-être oubliées un peu, comme Tobal, comme Rival School, celles qu'on n'a pas oubliées, qui continuent à vivre aujourd'hui, comme Tekken, comme Soul Calibur, mais qui à l'époque s'appelait Soul Blade en Europe, les Dead or Alive, c'est vrai que le jeu de baston c'était quelque chose d'impressionnant et ça se prêtait bien. Ça a transformé aussi la chose, c'est-à-dire qu'avant tu te battais en 2D, là tu te bats en 3D, et c'est vrai qu'en termes de gameplay ça change complètement la dot. Donc du coup, et finalement ça a été amené en premier par Virtua Fighter du côté de chez Sega, hein. Mais derrière il y a eu Tekken qui a quand même une grosse montée en puissance avec la PlayStation, mais en arcade les gens ne parlaient quasiment que de Virtua Fighter et pas du tout de Tekken. Ça a été l'inverse sur console. Et le seul rival 2D c'était Mortal Kombat, quoi. Ouais, tout à fait. Mais au-delà de la 3D, les deux autres points forts, moi, que je retiendrai de la PlayStation, c'est premièrement sa campagne marketing qui a changé aussi la donne, hein, qui a ouvert au public. Hein. On sait que tout le monde à ce moment-là avait une PlayStation, même les gens qui n'étaient pas forcément joueurs. Peut-être sur les générations d'avant, il fallait être plus fan de jeux vidéo pour posséder une console. Là, ce n'était plus le cas. Peut-être ce qui a entraîné aussi et ça grâce au stockage CD qui permettait de nouvelles choses, des expériences plus cinématographiques dans lesquelles on pouvait s'immerger. Je pense par exemple à Resident Evil qui reprenait vraiment tous les codes du film de zombies, à Silent Hill, à des jeux aussi comme MGS en plus qui ont créé la série MGS existait déjà, mais le genre infiltration peut-être est venu à ce moment-là. Emeric, toi
Oui, dis-moi. C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'effectivement le côté cinématographique ça permettait de poser un contexte Tout qui à fait. visuellement était un peu plus proche de la réalité que ce qu'on avait en 2D, donc ça change la donne. Même si quand on revoit aujourd'hui. Ah bah évidemment ça a pris, quoique l'intro de Resident Evil forcément elle était filmée, elle est super elle était kitsch, mais filmée elle est donc, absolument donc géniale. voilà. Et tu parlais aussi d'un effet d'entraînement et le mot est vachement bon. Moi c'est ça qui m'a décidé, j'ai un pote, je me tâtais entre la Saturn et la PlayStation et il m'a dit te trompe pas, prends la PlayStation, et tout le monde avait ça dans la tête comme Ouais. aujourd'hui on se dit FIFA ou PES, mais en Ouais. fait beaucoup de gens jouent à FIFA donc Ouais. beaucoup de gens suivent FIFA, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a l'effet d'entraînement qui a été créé par la publicité et la campagne marketing de Sony. Si t'avais un jeu à retenir, toi, sur la PlayStation, ce Il y serait en aurait lequel des tonnes, mais Bien sûr. là vite fait à la volée, il y en a un que j'ai passé des heures et je joue encore sur PlayStation Vita, c'est Destruction Derby. Ah ouais. Ouais, franchement, même encore maintenant la 3D a morflé et tout, mais l'ambiance était incroyable. Les premières voitures destructibles aussi. Exactement, c'était nouveau, ça. c'était vraiment fantastique quoi. Donc ça c'est un des jeux qui m'a marqué. Après il y en aurait des tonnes, hein. Metal Gear ça a changé ma vie. Donc voilà, d'ailleurs si je suis aujourd'hui dans le jeu vidéo, c'est grâce à Metal Gear, donc à la PlayStation. Ok, merci Kojima. Et toi Erwan, si t'avais un jeu à retenir de la PlayStation, même si tu avais une 3DO. Écoute, Un jeu 3DO il y a un peut-être. PC après. Ouais. Bah justement, on va dire Tomb Raider parce que pour Ouais. moi c'est un petit peu iconique de la guerre console PC en fait. Ouais. Une première vraie C'est exploration. vraiment un bon début pour la guerre PC console. Il y avait une différence technique déjà entre les deux, hein, de toute façon. Oui, déjà. Entre les deux versions. Et c'est Eh comme bien, ça. toi qui voulais te mettre au JRPG, moi, il y a un jeu que je retiendrai à l'époque, c'était quand même Final Fantasy VII, qui pour moi était une révolution. C'était aussi un peu c'est difficile à expliquer, mais c'était comme si enfin le Japon était dans notre quotidien. Il y avait vraiment cette touche, ce design très japonais, et puis ces cinématiques, moi, qui m'ont vraiment fait rêver. Et les réactions du remake montrent que t'es pas le seul. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, on le voit aujourd'hui. Hein. C'est des séries qui n'ont pas été oubliées, bien au contraire. On souhaite donc un joyeux anniversaire à la PlayStation, mais aussi à Netflix, qui fêtait au mois de septembre sa première année en France. Netflix, le service de vidéo à la demande, est disponible depuis maintenant 1 an chez nous, avec sa formule d'abonnement qui permet de visionner films et séries à partir de 8 € par mois. Mais pourquoi ce service plus qu'un autre? Change-t-il vraiment la donne? Erwan, je crois que tu es abonné à Netflix. Est-ce que toi, ça a changé ta consommation de séries, de films? Je me suis abonné, oui, pour voir, et je me suis pas désabonné encore. Ouais. Donc en fait, c'est pas vraiment que ça a changé, c'est que ça s'est greffé sur ma consommation. Ça a répondu à ma consommation que j'avais par rapport à la télé classique en fait. Mhm. Parce que je ne regarde pas, j'aime pas les émissions télé talk show, pas trop en tout cas. J'aime pas les jeux. Voilà. Netflix, c'est des films, des documentaires, des séries, et ça me va très bien. Il me faudrait juste un petit journal télé, ça serait impeccable quoi. Avec une formule d'abonnement en plus qui te permet d'avoir beaucoup de contenu. Et que tu utilises quand tu veux. Je suis pas quelqu'un de très organisé, je vais pas me poser devant la télé pour dire je vais passer la soirée à regarder un journal pour savoir ce qu'il y a dedans. Je me pose, j'allume le truc, je lance un truc qui me plaît et voilà. Le seul truc qui peut arriver, c'est de passer 5 minutes dans le catalogue à chercher un truc qui me plaise. Parce qu'il n'est pas encore tout à fait bien Voilà, étoffé. Ils ont quelques carences en film quand même, il faut bien reconnaître que Voilà. de ce côté-là ils sont un petit peu en retard quand même. Donc toi, Aymeric, tu es aussi abonné à Alors, oui, Netflix. je suis abonné- et je suis selon abonné à toi, Netflix. il manque quand même certaines Ouais, choses. au niveau des films, ouais. Par contre, au niveau des séries, je trouve qu'ils sont super bien garnis, évidemment, avec les Netflix Originals. Donc les Alors séries- oui, les ça, séries qu'ils font eux-mêmes. Ça, c'est vraiment peut-être la valeur ajoutée de Netflix, c'est que le service a son propre catalogue, produit ses propres séries. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a que tu retiens en Oh, particulier? il y en a plusieurs, mais par exemple, en ce moment, je suis sur Narcos, mais c'est surtout Marco Polo, je crois, qui m'a mis Ouais. le pied à l'étrier. Qui est sorti l'année dernière, Ouais, je crois, ouais, qui c'est ça. reprenait l'histoire de Marco Polo en Asie. Exactement. Alors, par moments un peu façon Matrix, il y Oui, a des c'était combats un petit peu de peu- kung-fu, un peu mais bon, surréalistes. après, voilà. mais- Mais justement, c'est ce qui donne le charme à la chose. Enfin, en tout cas, une grande fresque épique. Quoi. Exactement, donc ça c'est plutôt cool. Après, ça m'a remis le pied à l'étrier sur certaines séries aussi que j'avais un petit peu zappé, que j'avais pas terminé. Et puis il y a aussi Breaking Oui, Bad. Oui, voilà, parce qu'il y a beaucoup aussi de séries maintenant qui sont presque considérées classiques, même si Des elles sont classiques, assez ouais, tout à récentes, fait. comme Breaking Bad. On sait Alors qu'on il y a peut aussi Breaking voir Bad, Lost. effectivement. Moi, ça va faire Il y a marrer. mais- Friends qui arrive au mois Friends, d'octobre, effectivement. les 8 ou 9 saisons de Friends. Exactement, ça te remet un peu le pied à l'étrier sur des vieux trucs, donc il part de repères que tu as déjà depuis quelques années, et puis tu te dis tiens, bah, j'ai loupé tout ça, donc je vais le faire. Pour le rattrapage, c'est excellent. Exactement, voilà, il y a les Tudors, moi c'est un truc que j'ai adoré, les Tudors, Ah je sais oui. pas si vous avez regardé, mais c'est assez exceptionnel aussi. Voilà, donc ouais, Marco Polo, ça m'a beaucoup marqué. Effectivement, il y a aussi Better Call Saul, voilà, ouais, qui est Better le- Call Saul, qui est la préquelle, si tu veux, à Breaking Bad. Donc voilà, après il y a d'autres séries qui sont importantes aussi, notamment Narcos là par exemple, mais on va reparler. Ouais, je pense. Narcos qui est en ce moment, qui est une série très intéressante. Et Daredevil. parce que Mon Dieu. et Daredevil, oui, Mon on Dieu. va en parler. Oui, c'est vrai que, enfin,
continuons sur Narcos. Narcos qui donc raconte l'histoire de Pablo Escobar, qui est un dealer, un criminel, peut-être C'est plus qu'un le dealer, plus là, moi, je grand, dirais. peut-être un des plus grands criminels Techniquement, c'est un dealer. d'Amérique latine. Et toi, je crois que cette série te plaît beaucoup aussi, Arwan. Ah, moi, ça m'a beaucoup branché parce que je venais de finir Breaking Bad. Et Toujours dans la normalement, drogue, hein. tu commences Ouais. pas Narcos juste après, mais là, c'est tellement différent que ça m'a vraiment accroché parce que c'est une sorte de docu-drama. Parce que c'est plutôt un drama docu en fait, c'est l'inverse. Il y a une synergie entre les deux facettes, documentaire et fiction, qui fonctionne très bien pour la narration en fait. Ouais, t'apprends beaucoup entraîné. de choses à travers le divertissement finalement. Voilà, c'est toutes les 5 minutes, tu dis ah ça je savais pas, ah c'est intéressant et tout. Et puis mettre des repères dans la série, c'est-à-dire que tu as des véritables images des fois. Et, Oui, tout à fait, t'as des et images du coup, d'archives, tu vois la C'est différence. c'est d'ailleurs c'est-à-dire, les plus voyant, violentes quoi. par rapport. Évidemment. La fiction est violente, mais les images d'archives sont largement plus violentes en fait. Exactement. En tout cas, on le voit là, ces séries originales marquent. Narcos, ça nous a plu. Ils le font exprès, c'est des trucs coup de poing, ça se sent comme Daredevil, c'est la même Ouais, chose. c'est Enfin, tu vois, vraiment ils bien veulent produit. vraiment marquer le truc. Et quoi. en effet, comme tu le dis très bien, on a, à mon sens, les meilleures séries Marvel, enfin en tout cas pour l'instant, la meilleure série Marvel, si ce n'est l'une des meilleures productions Marvel qui soit jamais sortie, c'est Daredevil, Tout à fait. qui reprend vraiment le comics de Frank Miller, assez sombre. On prend le temps d'installer les personnages, le costume de Daredevil est dévoilé vraiment à la toute fin de la saison 1, et si on le compare par exemple à ce qu'on peut voir à la télévision avec Agent of Shields, qui est une série Marvel, moi je suis beaucoup moins emballé par ce genre de choses. Les séries DC avec Arrow et Flash aussi, on sent que c'est un peu de la vieille série, hein. C'est un peu moins moderne, et c'est vrai qu'avec Daredevil on a quelque Arrow, chose de plus sombre. Exactement, Arrow c'est pas mauvais mais c'est très cliché en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait plutôt série de 15 ans alors que lorsque tu vas regarder Daredevil, Ouais. tu vas te dire que tu es face à une série pour adultes. Bah, c'est entre ça. 25 et 40 ans, j'ai Le envie de te Arrow, on dire. dirait une évolution Arrow, du Flash c'est des années 15-25. 90. tu vois, Exactement. c'est- ouais. Exactement. Non, C'est mais peut-être ça la marque aussi Netflix, quoi, je sais pas. Et moi je suis de plus en plus hypé par Jessica Jones, Ouais, alors, qui a envoyé un 2 des- teasers fantastiques. une des prochaines séries Marvel, ouais. Et ce une qui est vraiment super-héroïne. génial, qui est vraiment impressionnant, c'est que bon, Daredevil c'était Daredevil quoi. On Mhm. connaît, même un mec qui connaît pas trop les comics comme moi connaît. Ouais. Jessica Jones, personne connaît. C'est vrai. Et elle est là pour transformer l'essai quoi, Exactement, de tout à Daredevil. fait. Et le poids sur les épaules de cette fille est Ouais, fantastique. toute la prod aussi, mais bon voilà. Bien Après- sûr, mais après- je parle après, du ouais. personnage. Et c'est vrai que aura- les 2 teasers sont classe, effectivement, on les a Les passés 2 sur teasers sont IGN, classe, ils sont vraiment super classe. et là je suis de plus en plus hypé. Là, c'est le 20 novembre Et par la suite, on aura aussi Luke Cage, Iron Fist, qui, on l'a appris aussi, pourrait peut-être apparaître dans les productions cinématographiques Marvel. En tout cas, on soulignera aussi l'initiative de Netflix à Paris du 15 au 19 octobre, qui propose des projections selon des thématiques. Alors, dans des lieux insolites à Paris, on aura des endroits où on pourra voir plutôt des séries, des films d'amour, d'autres des séries policières, exactement. Ah bah on fera une soirée film d'amour, c'est très bien, on va faire ça. Voilà. Peut-être un À jour. Peut-être un jour pourra-t-on la voir sur Netflix. En tout cas, le net semble lui s'être déjà fait une opinion sur Dragon Ball Super. 19 ans après Dragon Ball Z, la Toei Animation réveille la puissance nostalgique chez tous les enfants des années 80 en annonçant Dragon Ball Super, la suite de DBZ. Alors, avant de donner notre avis sur les 10 premiers épisodes, Émeric, peux-tu nous dresser le pitch de cette nouvelle série qui est diffusée en ce moment au Japon ? Eh bien déjà la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus Dragon Ball GT, donc ça c'est bien, c'est Ah. viré de la chronologie officielle, donc c'est plutôt une bonne chose. On passe de DBZ à Dragon Ball Super. donc. Exactement, et donc ça, Dragon Ball Super se débute en fait 6 mois après l'arc Boo, donc Boo est D'accord. mort. Il y a Ub pour ceux qui connaissent, qui est sa La réincarnation. réincarnation, ouais. Qu'on retrouvera sûrement d'ailleurs dans Super. Quoi qu'il en soit, ça commence 6 mois après. Goku est agriculteur, je vais pas tout expliquer. Alors, etc. est-ce qu'il s'occupe un peu de ses enfants, enfin ? Alors il s'occupe de sa famille parce que sa ouais. femme insiste. Ah Voilà. oui. Mais tu sais que le moteur d'une Quel famille bon c'est la père, femme, hein, ce donc Goku. donc voilà. Mais dès qu'il peut, effectivement, il retourne s'entraîner. C'est alors que Beerus descend, j'ai envie de dire, des cieux, là où. Alors, là où il Beerus, est. c'est- Alors c'est- je vais y d'accord. revenir, mais c'est un dieu, donc le dieu de la destruction, qui vient sur Terre pour trouver un adversaire à sa taille. J'ai envie de te dire. C'est un personnage qui ressemble à un dieu égyptien. là, un Exactement, peu, tout à fait, une espèce Anubis, en de fait. chat, oui, d'accord. Exactement. Et donc là où ça pourrait l'histoire ça a l'air sympa, il y a pas de souci. Mhm. Le problème c'est qu'on l'a déjà vu tout ça dans Battle of Gods, qui est donc le film qui est sorti il y a en 2013. Ouais, si un je me souviens OAV, bien. ouais. Voilà, exactement. Et donc pour débuter la série, eh bien ils reprennent le scénario de cet OAV. Et donc on est sur pour l'instant les 12 premiers épisodes, et sur les 12 premiers épisodes, on est sur tout ce qu'on avait eu
sur l'OAV. Donc c'est assez décevant en cela, je trouve que c'est très feignant de leur part en fait. Bon, je suis pas le premier à le dire, hein, évidemment, ça se voit qu'ils veulent tirer un petit peu sur la longueur, le temps de poser un contexte et de lancer la série. Derrière, est-ce qu'ils vont faire aussi le film la résurrection de Freezer? Logiquement, ça doit prendre le relais aussi, puisque ça introduit la nouvelle version du Super Saiyan aux cheveux bleus. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, Erwan, t'es un peu de l'avis d'Emeric, le fait qu'on reprenne le contexte des films, est-ce que c'est quelque chose qui te déçoit pour cette nouvelle série? Ça me déçoit, oui, mais ça me surprend pas trop a posteriori parce que bon, voilà, c'est la Toei et c'est un produit pour enfants, quoi. C'est pas une œuvre, mais c'est vrai que nous, 18 ans après, on se disait, surtout avec le virage GT dégagé, on se disait, et avec tous les reboots qu'on connaît en ce moment, plein de séries, plein de films, on se disait, peut-être il va y avoir un renouveau, ça va peut-être partir dans une bonne direction, on va faire un nouveau souffle, quoi. Et non. En fait, non, alors non, vous êtes dur, mais je sais qu'on n'a pas tous le même avis là-dessus, c'est très bien, mais le fait est que moi je trouve qu'il y a vraiment des hauts et des bas. C'est pour l'instant les 10 premiers épisodes, c'est un truc en dents de scie, si tu veux. Donc un coup il y a du bon, un coup ça redescend et c'est mais pourri. pas seulement au niveau de la narration, le truc qui a beaucoup fait parler de Dragon Ball Super sur les réseaux, et on en a vu des captures d'images qui ont bien fait rigoler, c'est que la qualité d'animation et de dessin est pour certains épisodes assez déplorable, où on reconnaît pas du tout Goku, où on peut même pas imaginer que ce soit fait par des animateurs professionnels. Tout à fait, tu parles particulièrement de l'épisode 5 qui effectivement est catastrophique. Un épisode de combat en plus. Alors c'est surtout le premier gros combat, donc effectivement c'est problématique. Pour vendre la série, maintenant ça dure 2 minutes et rappelons-nous aussi qu'à l'époque de Dragon Ball Z il y avait ce genre de problème avec des hauts et des bas sur le design des épisodes. Là par contre c'est extrêmement violent parce qu'on est en 2015 et qu'il suffit de comparer les très beaux clichés des années 2000. Tu prends des combats de Naruto, One Piece, même si la qualité peut varier, en général c'est quand même relativement c'est pas à la hauteur, voilà. Mais par exemple il y a 2 épisodes ils avaient fait des super effets spéciaux, c'est l'épisode 11 je crois, et ils avaient fait des super effets spéciaux et ça avait quand même de la gueule, tu vois. Il y avait des petites déformations qui étaient pas super, mais on sent qu'il y a des gros efforts. Sur le dernier épisode, ils ont fait des efforts de son. Tu sens qu'il y a une grosse différence aussi de ce côté-là, et ça a de la gueule. Donc globalement, en fait, c'est quand même, moi je trouve, plutôt pas mal, même si effectivement pour l'instant ils ont tout qui vont contre eux, puisqu'ils ont le côté feignant avec la reprise d'un scénario qui existe déjà, et ils ont effectivement des impairs terribles techniquement et au niveau de l'animation qui leur coûtent très cher. Moi j'ai surtout hâte de voir la suite, c'est très moyen pour l'instant. Bon, on attendra peut-être l'arrivée en France de cette série qui arrivera, ça c'est certain, mais bon, peut-être avions-nous mis trop d'espoir dans Dragon Ball Super. Des souvenirs, ouais. En tout cas, et heureusement, il y a plein d'autres choses qui méritent notre intérêt, comme on va le voir dans le petit plus. Le petit plus, c'est pour nous l'occasion de partager avec vous des lectures, des jeux, des films qui nous ont plu. Et on commence avec toi, Erwan, qui est impatient de découvrir l'adaptation d'un manga. Oh, même oui, j'ai 2-3 trucs dans ma manche pour la nouvelle série, pour la nouvelle saison d'animé. On va peut-être se focaliser sur un déjà. C'est octobre. T'emballes pas, je sens que t'es chaud là. Déjà Lupin qui revient avec Edgar de la Cambriole. On a vu une cinématique d'intro vraiment fantastique et j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est très bien, les décors sont presque trop travaillés, l'animation est parfaite. On a partagé le très beau générique sur le site. Il faut que tu me fasses une critique des épisodes là. Sur le site, il faut que tu me fasses ça. Ah si, on en reparle. Bon, d'accord, on va en reparler. Si vous le souhaitez dans les commentaires, je le ferai. C'est vraiment très intéressant. Ça reste du Lupin, du Edgar. C'est grand public et c'est fun, c'est bien délirant. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est l'adaptation animée de One Punch Man, un manga fantastique avec un super-héros inhabituel. C'est-à-dire qu'il est tellement fort qu'il bute tous les monstres en un coup de poing. Le titre explique tout en fait. One Punch Man. Il pourrait défoncer Goku et Vegeta avec une pichenette quoi. Pour l'instant, personne ne lui résiste. Voilà. Et c'est du pur shonen, c'est de l'action à fond. Oui, mais c'est du shonen décalé parce que tous les codes sont explosés vu qu'il est le meilleur dès le début. Oui, puis surtout que le perso a un look un peu bizarre, il est tout chauve, il a une espèce de cape. C'est un personnage qui a vécu un traumatisme, il a vu une attaque de monstre sans pouvoir rien faire, il a décidé de devenir fort, il s'est entraîné, et donc il a perdu tous ses cheveux, et c'est devenu l'homme le plus fort du monde. Tu comprends pourquoi il n'y a que lui qui le sait, enfin... Il le sait lui-même, et son sidekick qui s'appelle Genos, qui est un cyborg, qui le vénère, alors qu'il dans la hiérarchie des super-héros est au-dessus de lui. Ouais, t'as une liste des meilleurs combattants. On apprend qu'il y a toute une liste de combattants, de super-héros plus débiles les uns que les autres, et il y a des fréquentes invasions de monstres de la mer, de l'espace et tout ça. Mais lui, il monte dans le classement très doucement. Genos monte très vite et Saitama, qui est One Punch Man, ne monte pas. En fait, c'est un personnage très complexe parce que
il a envie d'être un super-héros, mais il bosse à moitié pour, ça l'intéresse, mais pas trop. Il a tellement de potentiel qu'il n'a pas forcément besoin de Il veut de la reconnaissance de super-héros, mais pas être le matu-vu qui sont au top de la hiérarchie médiatisée des super-héros. Il veut de l'argent, mais il n'est pas omnibilé par ça. Voilà, il est très moral. Quand est-ce qu'on pourra voir cette série au Japon ? Alors, ça démarre le 4 octobre. D'accord. Et on pourra avoir la version sous-titrée français un jour après sur la plateforme ADN, qui est une plateforme payante. Donc c'est du simulcast, quoi. Ouais, c'est du simulcast. Et en plus, je connais le mec qui fait la trad française, donc je peux assurer que ça sera une bonne traduction. Ça sera très très bien. Et donc ADN pour la version payante. Alors je sais pas trop comment ça marche. Il y a des pubs, si on peut voir avec des pubs. Il y a un abonnement aussi, vous verrez. L'important c'est de savoir que ça arrive en France. Ça arrive en France le 5. Dans la foulée de la diffusion japonaise. Très bien. Émeric, toi, est-ce que c'est du manga, de l'animation moi c'est du jeu. Je retombe toujours en enfance avec quand je vois Star Wars, et je suis pas le seul. On en parle de temps en temps. Donc moi c'est surtout Disney Infinity 3. Qui me plaît beaucoup. Alors c'est évidemment un jeu pour enfants, on va pas se tromper. Avec les personnages de Star Wars. Évidemment avec les personnages de Star Wars, et c'est évidemment ce qui m'intéresse le plus, même si j'aime bien ceux de Disney, etc. Il y a aussi ceux de Marvel évidemment. Mais moi c'est surtout ça, cet aspect Star Wars, et ils ont sorti 2 espèces de packs, de packs aventure en fait, qui te permettent de revivre les épisodes 1, 2, 3 et puis les épisodes 4, 5, 6 avec les héros correspondants, avec les petites figurines, etc. Il y a de la collectionnite. Et alors le problème c'est que Disney Infinity 2 c'était sympathique, mais il y avait des gros problèmes de gameplay. Là ils se sont vachement améliorés. Il y a encore des problèmes, mais c'est nettement mieux, ça a vraiment de la gueule, ça a une gueule un peu de la série comics Star Wars qu'on voit aux États-Unis. Et franchement, je trouve que c'est un super truc pour les gamins et même pour toute la famille, parce que tu peux jouer à 2 et en profiter avec tout ton entourage familial. Et je trouve ça vraiment pas mal. Après, ça vaut une fortune. Soyons clairs, ça coûte les yeux de la tête. Donc je veux dire, c'est 70 € pour le pack de base. Après, l'autre pack c'est 40 € et les figurines c'est 15 € l'une. Donc c'est extrêmement cher. Donc faut pas se tromper. Mais sinon, c'est quand même super sympa. Les figurines qui d'ailleurs sont très jolies. Elles sont super réussies. Je pense que c'est parmi les meilleures figurines de toute la liste des jeux, des titres qui utilisent ces figurines, que ce soit les Amiibo, les Skylanders, etc. Franchement, je trouve que c'est les plus réussis. D'accord. Et écoutez, mon coup de cœur à moi, on continue dans l'espace. C'est un comics qui est sorti il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui s'appelle Fear Agent. Et alors, si vous aimez Cowboy Bebop, si vous aimez Cobra, si vous aimez même les Gardiens de la Galaxie, c'est le genre de choses qui pourrait vous plaire. C'est un espèce d'agent qui doit éliminer certains aliens. Il est payé pour ça. C'est un scénario de Rick Remender qui a bossé sur Factor X, sur X-Works, chez Marvel, et le dessin de Tony Moore qui a bossé sur Walking Dead, le comics. C'est très divertissant, c'est très décalé, il y a beaucoup d'humour, l'action ne s'arrête jamais, voilà. Même tu le vends bien là. Ah bah, c'est du chasseur de primes. Il y a des bonnes références, quoi. Écoutez, voilà qui conclut ce premier épisode de iGeek Now, qui, je l'espère, vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos remarques, vos questions, vos mots d'amour sur IGN, mais aussi sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Je vous souhaite une belle semaine. Jusqu'à la prochaine. Salut! Ciao, ciao!